Et on va positiver aussi maintenant avec notre invité. Et pourtant, on va parler emploi. L'emploi qui est la seule question qui vaille au-delà de la sécurité des Français. C'est comme cela que d'emblée, François Hollande a présenté ses dernières mesures pour lutter contre le chômage lors de ses vœux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. Et devant les leaders syndicaux et patronaux, Pascal Lorne, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de GoJob. GoJob, alors c'est une plateforme qui joue le rôle d'intermédiaire entre les entreprises, les travailleurs et les chercheurs d'emploi. On va y revenir dans quelques minutes plus en détail. Mais d'abord, ce plan d'urgence annoncé par le chef de l'État, chiffré à 2 milliards d'euros, ça semble considérable, et notamment 1 milliard pour la formation de 500 000 chômeurs. Vous pensez que c'est utile ? Mettre de l'argent dans l'emploi, c'est toujours utile et dans la formation, c'est toujours utile. Moi, si vous voulez, je reviens de 6 ans aux États-Unis. Je suis rentré il y a 6 mois. Je redécouvre la France avec beaucoup de bonheur. Et je m'aperçois qu'on continue à ne pas pouvoir résister aux grands effets d'annonce et aux grands chiffres dans lesquels ça vient du haut et puis on essaye de pousser comme ça un peu avec des coups de milliards et des grandes décisions. Je pense que une nouvelle un petit peu moins, on va dire, emblématique que ces 2 milliards que vient de mettre le chef de l'État sur la table. C'est une autre initiative qu'il a prise il y a 1 an, qui est passée beaucoup plus inaperçue, qui s'appelle le démarrage du CPA, le compte personnel d'activité, et c'est une bonne nouvelle parce que l'État avance doucement là-dessus de manière beaucoup plus discrète, mais est en train de mettre en place un compte dans lequel on va pouvoir, au fil de sa carrière, cumuler ses points et doucement s'orienter vers une formation qui nous suit tout au long de l'année, tout au long de sa vie. Et ça, je pense que c'est beaucoup moins claquant comme chiffre, mais beaucoup plus efficace. Donc l'État fait des grandes annonces, mais fait aussi beaucoup plus discrètement des annonces qui vont dans le bon sens, je pense. Mais c'est essentiel la formation parce qu'après tout, on dit OK la formation, mais après, il faut quand même trouver un emploi. C'est essentiel. Je vais vous prendre un exemple. Je discutais avec le DRH de Vinci qui m'expliquait qu'entre un coffreur et un logisticien sur un chantier, il y a 80% de taux de recouvrement de compétences. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller dire à ces milliers de coffreurs qui n'ont pas de boulot aujourd'hui, et là, regarde, il manque 1 semaine ou 15 jours de formation et tu vas pouvoir devenir logisticien et trouver un boulot dans 3 semaines. La question, c'est comment est-ce qu'on aide Pôle emploi, comment est-ce qu'on aide les instituts de formation à identifier les poches de travail et la petite marche à suivre pour arriver immédiatement à se faire embaucher dans la foulée. Vous qui êtes entrepreneur, qui avez monté plusieurs entreprises, que vous inspire aussi cette prime à l'embauche de 2 000 euros pour les PME? Est-ce que ça peut être vraiment incitatif? Ça paraît dérisoire, 2 000 euros. C'est dérisoire et en fait, c'est des mesures qui sont un peu court terme. C'est bien, hein, je veux dire, aider l'embauche, c'est toujours bien. Mais ce qui est important, avant tout, je pense, c'est de recréer un climat de confiance entre les travailleurs et les entreprises. Et ça, ce climat de confiance, ça ne se fait pas à coup de petites primes ou de contrats aidés. Ça se fait à travers un environnement, un cadre de travail qui permet de travailler ensemble sur du long terme. On ne touche toujours pas au fameux contrat de travail. Écoutez, nous sommes dans un pays dans lequel il y a du bon et du moins bon. Pour avoir vécu 2 ans au Oui, Brésil, 6 justement, ans par aux rapport aux autres États-Unis, pays. 3 ans en Allemagne, on n'est pas si mal que ça en France. Je pense qu'il faut arrêter de cracher dans la soupe. La France est un pays dans lequel on a un magnifique amortisseur. À l'issue de la guerre, De Gaulle et Debré se sont mis ensemble autour d'une table et on va faire un réservoir pour pouvoir protéger ceux qui sont vieux, ils ont créé la retraite, ceux qui sont malades, ils ont créé la casse maladie. Et tout ça, c'est fantastique parce que je veux dire, on peut se retrouver dans des périodes un peu creuses dans sa vie et avoir des amortisseurs, c'est bien. Donc ne crachons pas dans la soupe. Je pense que c'est une bonne chose. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus. Et là, je pense qu'en France, on arrive un peu à un système dans lequel il y a peut-être des abus ou en tout cas pas suffisamment de ressorts pour pouvoir profiter de ces amortisseurs et en faire des leviers pour rebondir. Alors vous, justement, vous voulez changer les choses, vous avez créé toute une série de start-up. Certains journaux vous ont même surnommé le serial start-upper, serial entrepreneur. Voilà. À 25 ans, par exemple, vous avez fondé un précurseur de la cartographie sur le web, vous avez revendu, etc. Et puis, vous avez décidé qu'en fait, vous alliez consacrer 100% de votre patrimoine pour des investissements à impact social. C'est une décision que j'ai prise il y a 6 mois environ, lorsque je suis rentré des États-Unis. Je me suis un peu demandé de ce que j'allais faire de ma vie, en fait. Et je me suis aperçu qu'il était possible d'allier, d'une part, la capacité de l'entreprise à changer les choses rapidement et un impact sociétal fort, de manière un peu différente que ce que les hommes politiques peuvent le faire, parce qu'ils sont quand même un petit peu pieds et mains liés par
leurs donneurs d'ordre, qui sont les électeurs, qui sont les syndicats, qui sont les lobbies. Et finalement, pour avoir rencontré encore récemment divers hommes politiques, je me suis rendu compte que c'est pas si simple, quand on est un homme politique investi de tous les pouvoirs, d'arriver à faire bouger les choses rapidement. Et c'est probablement plus simple. On s'est rencontré avec un certain nombre d'autres entrepreneurs. Je nommerai par exemple Frédéric Mazella qui a lancé Blablacar. Blablacar, oui. Si le chef de l'État, à un moment donné, avait dit bah, tiens, on va révolutionner le transport et on va s'arranger pour faire des économies de carburant et on va dire à tous les Français de se mettre à faire du covoiturage, il aurait pu mettre 2 milliards sur la table, il n'y serait pas arrivé. C'est arrivé parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, vous dites que c'est aux entrepreneurs, en fait, d'être les leaders. Bah, il y a une bonne nouvelle. Je pense qu'on est une quarantaine d'entrepreneurs en France à avoir décidé, une quarantaine entre 40 et 50 ans. Vous savez, on est un peu à la période où on se demande ce qu'on va faire de sa vie. À avoir décidé de changer les choses différemment. Pas uniquement pour essayer de créer un projet qui permette de rajouter un zéro à son compte en banque, mais changer les choses d'une manière positive. Et vous avez donc dernièrement créé GoJob. Expliquez-nous de quoi il s'agit. GoJob, tout simplement, on n'a rien réinventé. On fait ce qui existe depuis déjà plus de 10 000 ans, c'est-à-dire on fait du bouche à oreille. Sauf que le bouche à oreille, on le met sur le portable. Si vous voulez embaucher par exemple une babysitter, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez commencer par recevoir des dizaines de CV et regarder si elles ont bien le BEPC, le permis de conduire, être à la Non. Ce qui est important, c'est que vous allez probablement appeler une bonne amie. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire, ben voilà, Nadia, elle est fiable, tu peux y aller, elle est honnête, elle est toujours à l'heure. C'est quelques aspects du comportement en savoir-être et en savoir-faire. Oui, pour vous, c'est ça, c'est le savoir-être d'abord. Le savoir-être, je pense qu'au final, moi, pour avoir embauché des centaines de personnes qui peuvent aller de la femme de ménage à l'ingénieur le plus diplômé, j'ai très rarement regardé les CV. Je ne dirais pas que j'ai jamais regardé un seul CV, mais je les regarde très rarement. Je passe 10 minutes généralement avec les candidats et j'essaye de regarder quelle est leur dynamique personnelle, est-ce qu'ils vont être capables d'apprendre, est-ce qu'ils aiment travailler, est-ce qu'ils ont envie de travailler. Et finalement, un job, franchement, à part des jobs très qualifiés, très compliqués, comme infirmière, par exemple, où il faut des diplômes, mais la plupart des jobs, en 15 jours, on l'apprend. Donc ce qui est important, c'est de voir quelle est la dynamique de la personne et comment est-ce qu'elle va se comporter dans son travail. Et si vraiment elle aime le boulot pour lequel elle postule, je pense que cette personne, il n'y a aucun problème, elle va faire un super taf. Et ça marche, c'est tout récent. Vous venez de fonder GoJob, vous êtes dans le sud de la France. On vient de lancer GoJob en décembre. Et les premiers travailleurs arrivent. C'est une repasseuse à Grenoble qui s'appelle Nadia et qui vient de démarrer pour un job qu'elle n'aurait jamais trouvé si GoJob n'avait pas été là, puisque finalement, on l'a mise en relation avec une conciergerie solidaire. Et ensemble, elles ont pu démarrer leur premier job. Donc pour vous, c'est ça, c'est l'ubérisation de l'économie, l'ubérisation du marché de l'emploi, comme ce qui a été fait un peu dans le transport et l'hôtellerie déjà. L'ubérisation, c'est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes. Oui, c'est un mot très à la mode. C'est un mot très à la mode qui décrit bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la désintermédiation. Je pense que l'ubérisation a un côté très positif par le fait que chacun devient entrepreneur de sa propre vie et crée son propre boulot. Ça, j'aime bien. Ce que j'aime moins bien dans l'ubérisation, c'est que Uber en particulier est en train de pousser les individus à prendre des statuts d'intérimaire, de freelance ou d'auto-entrepreneur qui sont dénués de tout package social et finalement ça pousse à la précarisation. Donc ce que GoJob essaye de faire, c'est de prendre le meilleur de l'ubérisation en donnant de l'autonomie aux gens, tout en leur apportant le package social, c'est-à-dire la retraite, la mutuelle et les droits chômage, pour éviter de les pousser dans une situation précaire. On attend de voir les résultats. Ça démarre, donc c'est plutôt prometteur. On vous réinvitera pour faire le point. Avec plaisir. Merci Pascal Lorne, donc président, fondateur de GoJob. Restez avec nous, le 14-16 continue dans un instant. Nouvelle tranche d'infos avec Marianne Cotenov.